Christophe Castaner, elle n'est pas juste anecdotique. Vous dites que la légitimité politique d'Édouard Philippe, elle ne repose que sur Emmanuel Macron et que celle de Christophe Castaner aussi. Effectivement, Castaner était au moins dans la campagne. Effectivement, je ne vous dis pas qu'on n'est pas dans un régime surprésidentiel, mais bon, vous oubliez quand même qu'entre-temps, il y a eu des élections législatives qui ont beaucoup légitimé Édouard Philippe et plus récemment des élections européennes où la droite a fait un score catastrophique et qui a beaucoup légitimé Édouard Philippe. Donc honnêtement, le fait qu'Édouard Philippe là, vous faites dire des choses aux urnes qu'elles n'ont pas dites. Vous savez très bien qu'aux élections européennes, aucune force n'a fait de plus de 10% des inscrits, y compris le FN. D'accord, mais dans ce cas, c'est la même chose pour tout le monde. Toute la classe politique est totalement mais vous êtes d'accord, Raquel, pour dire que Raquel, vous êtes d'accord pour dire que le fait politique des élections européennes, c'était le mauvais score de François-Xavier Bellamy et de la liste des Républicains. Ça, c'est le fait politique du résultat des élections européennes. Ça ne fait pas pour autant une victoire d'Édouard Philippe. Mais bien sûr que si, parce que si vous regardez son score chez les sympathisants LR, il est extrêmement fort. Et si vous regardez le déport des votes des électeurs de François Fillon au premier tour de 2017, il est extrêmement fort chez les électeurs de La République En Marche. Il y a un tiers des électeurs de François Fillon du premier tour de 2017 qui ont voté La République En Marche. Je ne vais pas vous contredire sur ce point, mais je trouve qu'on s'éloigne un petit peu de la crise actuelle autour de ça, c'était pour vous dire le poids politique. Qui est un vrai sujet. Ça, c'était pour vous dire le poids politique du Premier ministre. Après, en fait, effectivement, là où je vous rejoins, c'est que Christophe Castaner, les fonds baptismaux de sa nomination ont été extrêmement fragiles. Il n'a pas la tête de l'emploi, il n'a pas l'expérience de l'emploi, il n'avait pas le poids politique de l'emploi, à part effectivement sa proximité à Emmanuel Macron. Il n'avait pas de réseau police. Donc, évidemment, je suis pas sûr que ce soit le choix premier d'Édouard Philippe, qui par ailleurs, en plus, est ami avec Gérald Darmanin, qui était un candidat au poste et qui, à la base, n'avait pas une très longue histoire avec lui. Maintenant, à partir du moment où c'est assumé comme tel, où Christophe Castaner a résisté, je me mets à la place d'Édouard Philippe, où il a résisté aux Gilets jaunes. Donc 9 mois de crise policière intense avec des blessés, j'imagine qu'on va en reparler des polémiques policières, et où ils maintiennent Christophe Castaner. Il a résisté à la polémique de sa sortie en boîte de nuit. Et vous croyez qu'ils vont le lâcher comme ça du jour au lendemain à cause de l'affaire Steve et en montrant qu'il se serait trompé donc sur toutes les affaires précédentes? Non, j'en sais rien. Je me place pas comme vous du point de vue du Premier ministre. Je me place du point de vue des Français. C'est tout. Je vois un ministre de l'Intérieur qui n'a ni l'autorité et le crédit auprès du public, ni auprès de ses hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes ont été épuisés par 6 mois d'affrontements avec les Gilets jaunes, où le ministère de l'Intérieur a joué 100% du rôle politique de la réponse gouvernementale. Ça aurait pu être une réponse sociale, ça aurait pu être une réponse par d'autres ministères, l'économie, etc. Non, c'est tout le ministère de l'Intérieur qui a assumé l'affrontement avec les Gilets jaunes. Les hommes sont épuisés. Vous savez très bien qu'il y a 25 millions d'heures sup qui ne sont pas payées, qui sont en cours de discussion actuellement. Plus de 70 suicides cette année dans la police. La question des retraites qui arrive en ligne de mire avec la question du maintien au nom du régime spécial pour la police et les gendarmes. Tout ça est à l'ordre du jour et vous avez un Castaner qui n'a pas, au fond, l'autorité pour dire à ces hommes, là, vous avez dépassé les bornes. Là, vous avez manqué de discernement. Là, la doctrine que vous avez appliquée n'était pas conforme à votre mission. Parce que, au fond, en 2017, dans des conditions analogues sur le quai Wilson à Nantes, alors que les sound systems s'arrêtaient également à 4 heures du matin, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues, estimant que, certes, pour disperser, il aurait peut-être fallu intervenir, mais que la proximité de la Loire faisait encourir aux jeunes qui étaient là un danger de mort, et donc ils ont opéré un repli tactique. Qu'est-ce qui fait qu'entre 2017 et 2019, cette doctrine, elle change? C'est directement Christophe Castaner qui doit répondre à cette question. Il ne veut pas y répondre, il se planque. Cet homme est un planqué. Systématiquement, il envoie tout à l'IGPN, comme si l'IGPN devait répondre des orientations politiques et doctrinales de ce ministère, alors que pas du tout. L'IGPN n'est pas là pour définir la doctrine de maintien de l'ordre. Sur la police de la police et voir si effectivement ce soir-là la réponse était appropriée, s'il y a eu des erreurs policières de commises, alors que l'inspection générale de l'administration, qui a été aussi convoquée par Édouard Philippe, elle, statuera sur le fait de est-ce que la préfecture a pris des mesures a priori dans le bon sens, est-ce que la mairie a bien fait son job aussi. Alors sur Christophe Castaner, le bilan de Christophe Castaner et la légitimité de Christophe Castaner aux yeux des policiers. Honnêtement, il y a plein de choses qu'on peut dire sur Christophe Castaner. Peut-être son absence de vision, peut-être son manque d'expérience, son absence de réseau. Mais sur la question des Gilets jaunes, je pense au contraire, honnêtement, qu'il a plutôt défendu ses troupes, puisqu'il a toujours été
au contact chaque samedi de ses troupes, et c'est lui, s'il a un bilan au ministère de l'Intérieur, c'est d'avoir changé la doctrine du maintien de l'ordre, qui était depuis des années celle de ne pas aller au contact des belligérants, si on peut les appeler comme ça, et que avec Michel Delpuech, l'ancien préfet de police de Paris, ils avaient décidé à la fin de l'année 2018 que désormais, effectivement, ils enverraient les troupes au contact, qui était une demande des policiers eux-mêmes, plutôt que de se prendre des pavés pendant des heures sur le visage ou sur le bouclier. Castaner a eu cette décision. Après, on peut penser que c'est mal, mais je peux vous dire que vu des policiers, c'est plutôt une bonne décision. Il y a eu les orientations budgétaires qui ont été publiées la semaine dernière. Un des rares budgets qui augmente parmi tous les ministères, c'est celui de la police avec celui de la défense et celui de la justice. Donc je pense que les policiers lui sont grés de cette orientation-là. Maintenant, ce qui s'est passé sur le bord de la Loire, vous pouvez dire que faut qu'une enquête détermine les responsabilités des uns et des autres. Vous pouvez pas dire a priori que c'est la faute de Christophe Castaner qui a dit a priori aux policiers le soir de cet événement, alors que bien évidemment il n'était même pas en relation avec les policiers nantais en amont de cette manifestation. Il faudra intervenir, il faudra faire du ramdam. Et la différence avec 2017, et je termine là-dessus, c'est que ce soir-là, les policiers se sont pris des jets de projectiles. Oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, il y a une différence entre disperser une foule pas agressive et disperser une foule qui vous envoie des projectiles, qui vous envoie des pétards au coin du visage. Justement. Oui, alors premièrement, pardon, mais moi je considère que cette façon de se défausser en permanence sur les services, et finalement dès qu'il y a une crise ou dès qu'il y a une gêne au regard du public, comme à l'époque finalement de l'affaire Rémi Fraisse avec Bernard Cazeneuve, désormais ce que font les ministres, c'est envoyer tout vers les forces elles-mêmes en se disant c'est un combat entre des policiers et des zadistes en gros à l'époque, et donc là il y a vraiment un affrontement direct entre des policiers et des gens qui veulent s'attaquer aux policiers, qui répondent, qui ont apparemment répondu démesurément puisqu'il y a eu ce drame. Là vous avez un événement qui n'a rien à la base d'hostile et d'être censé hostile aux policiers, et c'est un événement qui dégénère. Justement. Ben non. Donc ça ne change finalement, Tugdual, rien à ce que je dis là, qui est qu'il doit y avoir un responsable politique. Il y a comment dire, je n'aime pas cette façon des ministres de se défausser sur leurs subordonnés en prétendant que s'il y a eu un mort, c'est parce qu'il y aurait eu une mauvaise exécution de consignes qui elles-mêmes étaient justes de la part des exécutants. C'est-à-dire, c'est confère, regardez les gendarmes à l'époque de Rémi Fraisse, ou là, regardez la police, ce qui justifie en soi la saisine de l'IGPN. Mais pour moi, le problème ne réside pas là. Et évidemment, ce n'est pas Christophe Castaner qui a lui-même dit disperser à 4h20 du matin. Vous préférez la République des fusibles, où c'est forcément le responsable politique parisien qui doit sauter, alors même à l'heure où on parle, honnêtement, Raquel, on sait rien des responsabilités. Moi, je vous dis pas que la police est totalement innocente. Je ne dis pas de sauter à ce stade, je lui dis juste de faire la transparence. Je trouve qu'il y a quelque chose de foncièrement hypocrite à parler de transparence. Il a publié le rapport de l'IGPN hier. Ah bon, vous avez accès aux 235 pages, vous l'avez lu parce que, pardonnez-moi. Le rapport de l'IGPN, il est là. Non, il y a 10 pages là. Il fait 235 pages, le rapport de l'IGPN. Quel journaliste à Paris l'a lu pour l'instant ? Je sais pas, j'imagine nos amis de Mediapart, ils l'auront dans pas longtemps. Ah non, mais voyez, c'est un problème quand même. C'est un problème, ça, tu c'est normal qu'il y ait des enquêtes administratives soient pas tout de suite dans la main des journalistes. Moi, je suis pas non plus pour la République de la transparence. Pardon ? Ah bah alors, ok, donc vous n'êtes pas pour la transparence. Non, mais je suis pas pour la dictature de la transparence. Castaner il y a une enquête administrative qui est faite, ça doit être l'autorité de l'avoir dans un premier temps. Ils ne disent que transparence. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème. D'abord, ce rapport de l'IGPN, il date du 16 juillet. Oui. Bon. Donc, il aurait pu être rendu public déjà depuis le 16 juillet. Et vous savez, la défense de Castaner là-dessus, c'est de dire qu'il voulait d'abord en parler avec la famille. Enfin, d'abord, ça a été rendu le 16 juillet à l'intérieur de l'IGPN. Ensuite, ça a été rendu à la hiérarchie de l'IGPN. Puis c'est arrivé sur le bureau du cabinet du ministre, ou du ministre lui-même. Et pourquoi il n'a pas rendu public ? Mais parce qu'il voulait d'abord en parler avec la famille. Il n'en a pas parlé à la famille. Oui. Il n'est pas en rapport avec la famille. Attendez, sauf que en fait, c'est la découverte du corps de Steve lundi qui distille, en tout cas ils défendent comme ça et on peut aussi écouter leurs arguments, qui fait que il n'a pas rendu public d'abord le rapport puisqu'il voulait d'abord en parler avec les premiers concernés, c'est-à-dire la famille. La famille, ils ont d'abord écrit un courrier à la famille le vendredi de la semaine dernière, auquel ils n'ont pas répondu, puis ils ont fini par les gens de téléphone. Franchement, si vous étiez ministre de l'Intérieur, le soir même, le lendemain, vous appelez la mère.
D'accord, le lendemain. Et tous les Français se le disent. Tous les Français se le disent. Et il n'y a pas de transparence dans cette affaire pour la raison que... Quand vous avez aucun élément probant à lui donner, est-ce qu'il faut l'appeler? Non, enfin, non, pareil, attendez, c'est l'empathie. D'abord l'empathie. D'abord l'empathie. Juste l'empathie. Vous savez qu'il y a eu une charge de police. Vous savez que peut-être il y aura une mise en cause de vos services dont vous êtes politiquement responsable. Vous faites un minimum d'efforts. Vous appelez votre téléphone. Vous dites, madame, toutes mes condoléances. Vous pouvez vous assurer que je vais demander à ce qu'on me rende des comptes parce que je suis leur chef. Et normalement, toute la chaîne de commandement lui a rendu des comptes, lui, le chef. Est-ce que ce chef nous a informé, nous, le public, de ce dont il a été destinataire? Je vous rejoins sur la famille. Je vous rejoins sur la famille. J'arrête après. Oui. Je vous rejoins sur la famille. Effectivement, sur l'empathie, c'est indéfendable et vous avez complètement raison. Après, sur le grand public, je suis désolé. L'opinion, faut la manipuler avec, la manipuler, pardon, excusez-moi de cet horrible lapsus, mais l'informer avec extrêmement de précaution. Alors on crie pas transparence. La transparence, ça ne veut pas dire l'imprudence. C'est si pour le moment les éléments que vous avez en main sont extrêmement confus et que vous savez que ça peut attiser un camp ou l'autre, blesser une famille qui est déjà endeuillée, ou horripiler des policiers qui s'estiment innocents, je ne sais pas s'ils le sont, et ben c'est normal aussi que vous fassiez preuve d'un peu de prudence, non? Et ben en tout cas, Castaner peut faire preuve de prudence à l'égard de la famille, à l'égard de ses hommes, etc., mais pas à l'égard de lui-même. Et on a l'impression en permanence que c'est sa tête qu'il cherche à sauver en se taisant à chaque fois qu'il est interpellé, en ne donnant pas les informations, en se planquant, y compris derrière son Premier ministre maintenant désormais. Bon, donc à un moment donné, où c'est un mensch ou c'est pas un mensch? Je veux dire, à un moment donné, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est ministre tout court, un mensch. Qu'est-ce que c'est ça? Un mensch, c'est un vocable yiddish pour dire c'était un homme. Voilà. Castaner, là, franchement, il est en dessous de tout. Il est caché. Oui, mais bon, il serait martial et comment dire, rempli de lui-même. Vous diriez aussi, bon, il en fait des caisses. Peut-être. Effectivement, il est soumis au regard et à la critique publique. Ça fait 38 jours qu'il ne fait rien. Et ma thèse, c'est qu'il ne peut rien dire compte tenu de ce qu'il a demandé à tous les services sur la gestion des Gilets jaunes. Parce qu'effectivement, ce qui s'est sédimenté au sein de ces services-là, en 6 mois, est quelque chose peut-être qu'on n'a jamais vu dans nos services en France de maintien de l'ordre. Et là, il y a quelque chose de pourri à l'intérieur avec des hommes qui sont épuisés, il n'allait pas laisser les gens saccager l'Arc de Triomphe toutes les semaines non plus. Vous regardez même la communication publique de certains syndicats, par exemple de la hiérarchie de la police, ils sont devenus militants complètement orduriers sur les réseaux, ils insultent qui que ce soit, parlent de violence policière, et ils s'attaquent directement à l'opposition politique. Enfin, on est dans une espèce de... Oui, mais si vous voulez, tout le monde est extrêmement tendu sur la question, parce que justement, Non, mais on va continuer à parler de Christophe Castaner, mais juste pour l'écouter, parce que là, on parle beaucoup de lui, mais on ne l'a pas écouté. Il a pris la parole, hier, il était muet avec le Premier ministre dans la cour de Matignon, et on a pu le suivre. On a pu suivre sa visite à Perpignan auprès des pompiers, mais aussi visite de la permanence de Romain Gros, c'est ce député de La République En Marche, dont la permanence a été attaquée samedi par des Black Blocs en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Christophe Castaner. Il suffit de 50 ou 100 casseurs qui, comme à Perpignan, sont venus spécialement ici se lier à la manifestation des Gilets jaunes qui avait lancé un mot d'ordre, mobilisation nationale. Mais il suffit qu'eux sortent du groupe, comme ça a été le cas, viennent avec un objectif précis. La force de sécurité des CRS était mobilisée sur l'encadrement de la manifestation, mais du coup, cette échappée fait ce qui s'est produit ici. Et là, en termes d'ordre public, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que le mouvement a généré en son sein sa propre violence extérieure, ceux de Black Box, d'Ultra, qui ont pu à des moments donnés participer à ces moments pour venir pour casser, on l'a vu très tôt, dès le 2e samedi sur les Champs-Élysées d'ailleurs. Et puis ensuite une radicalisation de ceux qui poursuivent aujourd'hui la manifestation. Et qui sont très faibles, mais qui du coup, vous savez, c'est l'image du coucou. Les violents viennent dans le nid d'une manifestation, quelle qu'elle soit, revendicative, et ensuite peuvent du coup en profiter pour porter leur haine du système, quel qu'il soit. Et on a eu une multiplication d'attaques contre les parlementaires, mais aussi contre tous les symboles de l'État, contre les préfectures, contre aussi des commerces, contre les banques. Mais quand on casse un Franprix, je ne devrais pas citer la marque, je ne sais pas quel est le symbole qu'on vise. Et pourtant, c'est arrivé aussi très régulièrement. Quand on met le feu, comme à Narbonne, à un peloton de gendarmerie où la totalité du site a été détruit par les feux, dans des conditions absolument épouvantables, on voit bien qu'au fond, ces gens veulent juste détruire. Ce sont des brutes. Oui.
Bon, voilà, les mots sont assez durs, Christophe Castaner. Donc, dans la permanence de ce député La République En Marche, dont la permanence a été attaquée samedi, il se pose en défenseur de l'ordre et des libertés. Est-ce que c'est le bon costume pour Christophe Castaner aujourd'hui ? Après, je vais arrêter d'être l'avocat de Christophe Castaner, mais en fait, on est quand même dans une séquence un peu particulière en cette année 2018-2019. Qu'un ministre de l'Intérieur, déjà, soit le ministre du Maintien de l'Ordre, bon, ça paraît assez évident. Mais là, vous êtes quand même après 10 mois où, en fait, il faut rappeler d'un peu des règles élémentaires. C'est-à-dire, les policiers se font jeter des pavés par des gilets jaunes. Effectivement, comme il dit, franchement, ça, vous qui avez été élu, je pense que vous... jamais de ma vie. Vous n'avez pas été conseiller régional ou... Non, jamais. Bon, en tout cas, vous qui êtes très proche de certains nombres d'élus et qui connaissez très bien le milieu politique... se faire attaquer une permanence, quelle que soit sa couleur politique, c'est quand même un acte symboliquement extrêmement perturbant, choquant et je veux dire honnêtement qui donne pas confiance ensuite dans une démocratie qui est déjà bien en crise. Et si le vote des uns est contredit par les actions violentes des autres, enfin je suis pas sûr qu'on va être d'accord là-dessus. En tout cas, je suis pas sûr que ça soit la bonne voie pour dialoguer dans ce pays entre gens qui ne sont pas d'accord. Vous avez une insécurité qui est structurelle en France. Donc ce matin, j'ai accompagné votre ami Christophe Castaner. Mon ami Christophe Castaner et mon ami Édouard Philippe aux Ulysses. C'était un commissariat, et ça arrive tout le temps, où en gros, la nuit du 14 au 15 juillet, ils ont été attaqués par 25 jeunes. Aux Ulysses, c'est ça. Aux Ulysses. Un quartier chaud, comme l'on dit. Oui, mais est-ce qu'on accepte ça ? Est-ce qu'on est obligé d'accepter que tous les 14 juillet ou à chaque Halloween, des jeunes balancent des cailloux sur les voitures de la BAC, font le siège de commissariat ? Attendez, mais excusez-moi, il y a plein de pays où personne n'oserait s'attaquer comme ça à la police. Donc, effectivement, que lui... en fasse un peu des tonnes et peut-être soit pas très crédible, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, dans le discours, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre qu'un appel à la raison et au respect des institutions, au respect de l'ordre républicain, au respect des forces de police, au respect des fonctionnaires en fait, qui sont dépositaires de l'autorité de l'État. Enfin, moi je suis pas du tout un relativiste sur le plan moral et je suis désolé, attaquer un fonctionnaire effectivement. C'est un peu doublement gravissime comparé à je veux dire, à s'en prendre à des symboles moins comment dire, importants effectivement. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Alors, mais attendez, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est premièrement que bien sûr que son message doit être un message d'ordre. Notre message à tous, d'ailleurs, doit être celui de la concorde et de la paix, etc. Mais permettez-moi de souligner premièrement que en ce qui concerne la protection des conditions de travail ou d'exercice de la police, on trouve bien mieux que ce gouvernement. Je veux dire, on critique et on déplore l'attaque dont je prends connaissance du commissariat des Ulysses. Et effectivement, c'est très grave. Mais moi, à Bagnolet, j'aimerais avoir un commissariat à Bagnolet. Bagnolet, c'est le plus grand four, comme on dit, c'est un supermarché de vente de la drogue que vous avez en Île-de-France. Et le commissariat n'est pas un commissariat de plein exercice, il est ouvert de 9h à 17h. Vous pouvez même pas déposer une plainte pour un vol de carte bleue parce qu'il n'y a pas d'OPJ. L'OPJ, il est au Lila qui doit gérer une surface. Bon, donc à un moment donné, quand on va à la télé dire ah bah les brutes, mais que derrière on ferme des commissariats, on met pas des forces là où il y en a besoin, parce que je veux dire, il y a bien des endroits où peut-être il y en a pas besoin, mais à Bagnolet, il y a des problèmes d'insécurité, donc il y aurait besoin d'un commissariat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur les grandes libertés. Alors, pour le coup, là, la discussion est intéressante, parce que il ne s'agit pas d'excuser la violence politique des agriculteurs ou de certains gilets jaunes. En revanche, notre rôle, c'est de l'expliquer. Ça, c'est très important. Et vous avez actuellement en France un problème grave de porosité entre le peuple et les gouvernants. C'est-à-dire qu'en fait, j'irai pas jusqu'à dire, comme on disait à la Révolution française, que les élus sont des commis et que le peuple est le commettant, parce qu'en France, on ne parle plus de mandat impératif, mais néanmoins, cette façon systématique de violer les programmes ou de faire des choses qui n'étaient pas dans le programme, comme le CETA, le traité CETA. Bon, alors l'agriculteur, mais sur l'invisibilité des gens hors des métropoles, sur l'agriculteur qui va dans la permanence de la députée En Marche, que la députée En Marche lui dit oui, monsieur l'agriculteur, vous avez raison, votre filière bovine, etc. Arrêtons le grand déménagement du monde, et qui va ensuite à l'Assemblée voter. Et alors, ils auraient bien voulu voter
en catimini, en loose day, que personne connaisse les votes. Mais heureusement, l'opposition a demandé à ce qu'il y ait un vote solennel pour que chaque Français sache exactement ce qu'a voté son député. Et ça, c'est bien, ça, parce que c'est bien qu'ils rendent compte. Mais le budget de la police, il augmente. À la limite, ça vous étonne, parce que bon, moi qui travaille à l'heure actuelle, là où c'est moins compréhensible, c'est quand Nicolas Sarkozy, élu en 2007... 10 000 postes supprimés. Exactement, supprime 10 000 postes durant son quinquennat, alors qu'il est élu parce qu'entre 2005 et 2007, il a été un ministre de l'Intérieur un peu tonitruant. Donc ça, c'est effectivement mais là-dessus, on est d'accord. Mais je reviens à la question, parce qu'il parle beaucoup de liberté, il parle de démocratie. Mais pardonnez-moi, en quoi est-ce démocratique un député, Godillot, qui fait le contraire de l'intérêt de ses électeurs, mais c'est pas pour ça qu'on doit saccager sa permanence. Bien sûr. Non, mais qu'il y ait 317 Tintins à l'Assemblée nationale, on va être d'accord. Hein, oui, mais alors du coup, il ne faut pas s'étonner, Tugdual Denis, que ça provoque de la frustration et de la violence. Moi, je veux dire, je suis pour des solutions pacifiques, moi. Moi, je suis pour que les choses soient dans les programmes avant d'être exécutées pour que tout le monde soit au courant. Je suis pour le droit de révoquer les élus au sein du mandat. Je suis pour que quand il y a des choses nouvelles, on puisse faire un référendum. Je rappelle que certains ont demandé à ce qu'on puisse avoir un référendum sur le CETA. Je suis pour des modalités pacifiques et démocratiques. Mais ce gouvernement, il n'a rien de pacifique et démocratique. Sa seule solution, c'est toujours la matraque. Et on en revient donc au problème des forces de l'ordre et de leur frustration et de leur fatigue. Parce que leur seule réponse politique à tout, ça n'est jamais la démocratie dont ils se prévalent et gargarisent en permanence, c'est la matraque. D'envoyer toujours les bleus, du bleu contre les jaunes, du bleu contre les agriculteurs, du bleu contre les écologistes. Sur tout le temps. La relation entre les coups de matraque et la crise de la démocratie qui est réelle, effectivement, où moi je suis pour plus de proportionnel et je sais pas ce que fait le gouvernement. Ils avaient promis une réforme institutionnelle. Alors ils ont été empêtrés politiquement. Benalla l'année dernière, cette année, je ne sais quoi, et effectivement ils ne font qu'au repousser, mais comme Hollande avait promis une dose proportionnelle, comme Sarkozy avait promis de regarder. Donc ça, moi, vous me trouverez toujours de votre côté, effectivement, pour dénoncer ça. En revanche, qu'un ministre de l'Intérieur, effectivement, qui en plus obtient un budget en hausse, et s'attaque à ceux qui créent du désordre, honnêtement, je ne vois pas comment il peut dire autre chose. Oh, bien sûr, immeuble, là, en plus, il fait de la diversion. Franchement, de dire ce sont des brutes, c'est un contre-feu pour qu'il y ait des dépêches là-dessus, plutôt que sur l'affaire de Steve Canisso, qui est une affaire qui est loin d'être purgée. Parce que, attendez voir, quand les journalistes auront lu la fameuse enquête de 235 pages, qui, de son aveu propre, est incomplète parce qu'elle est parcellaire, vu qu'elle a été arrêtée à une certaine date. L'affaire Steve Canisso n'est pas du tout purgé, malgré les gesticulations du ministre pour qu'on parle d'autre chose. Non, mais je crois qu'il en a conscience, ça, honnêtement, que c'est pas fini, ça. Une réaction, on l'attend, c'est dans un mois. L'IGA, c'est l'Inspection Générale de l'Administration, et puis il y a aussi une enquête judiciaire, il y a une enquête de l'IGPN qu'on va connaître complètement. Jean-Luc Mélenchon tire lui à boulet rouge sur, je cite, le régime macroniste sur sa page Facebook et se dit convaincu qu'il n'y aura pas de justice rendue. Le leader de la France Insoumise, là il fait référence à Nantes évidemment, le leader de la France Insoumise dénonce, je cite, un pouvoir qui ne contrôle plus la police parce qu'il l'a sollicité pour des tâches dont il ne veut pas assumer la responsabilité politique. Est-ce encore un état de droit que la Macronie, demande-t-il en conclusion. Il va fort ou il est dans le vrai là, Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, moi j'ai l'impression que depuis la tentative de perquisition un peu musclée des brigadiers, des policiers de la brigade financière au siège de la France Insoumise. Laquelle perquisition était d'ailleurs le même jour, rappelez-vous, que la nomination de Christophe Castaner, et qui du coup a permis à ce que cette nomination, effectivement tirée un peu des fagots et que personne n'aurait justifié spontanément, n'a pas été discutée, puisqu'on parlait toute la journée de Jean-Luc Mélenchon ce jour-là. Là, je peux pas vous laisser dire ça. Il y a eu des dizaines et des dizaines de papiers ou d'heures de débat pour savoir si Castaner était légitime à son poste. Mais on a bien évidemment aussi beaucoup parlé de cette tentative de perquisition. Et pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant normalement est assez irréprochable sur le respect des institutions, sur l'ordre, sur ce qui doit être constituer les fondements de la République, tout d'un coup, quand il a été directement concerné par une enquête et effectivement une perquisition qui est jamais agréable, il s'est opposé de manière extrêmement véhémente aux policiers. On se souvient tous des images. C'est pas du tout ça qui a eu lieu. Il n'y a pas eu d'opposition à la perquisition. Mais vous rigolez. Attendez, on peut rediffuser les images. Oui, il ne s'agit pas d'une opposition à une perquisition. Rappelez-vous, l'image est d'abord de Facebook. Il est chez lui, il filme. Filmer, c'est pas s'opposer. Oui, excusez-moi, pour un élu de la République qui filme des policiers. Non, mais utiliser des mots justes. Travail. S'opposer à une perquisition, là c'est l'avocat qui vous parle, c'est un délit. Oui. D'accord? Faire la transparence
pour le public sur une perquisition, ce n'est pas un délit. Non, mais attendez. Donc là, vous allez très loin dans ce que vous dites. Non, parce que vous parlez de chez lui. Vous allez très loin dans ce que vous dites. Vous avez parlé de chez lui où il filme, mais devant les locaux de la France Insoumise, excusez-moi, il y a un attroupement, pour pas dire une émeute. Alors, il a rameuté les gens en disant venir. Tu ne s'est pas opposé à la perquisition chez lui. Chez lui, non, d'accord. Mais déjà, c'est très bizarre, excusez-moi, pour un député, ancien candidat à l'élection présidentielle. Peut-être que vous trouvez ça bizarre. On peut aussi trouver ça bizarre qu'on envoie 100 policiers chez la première force d'opposition à cette époque-là. Bref. Mais ensuite, la perquisition au siège de la France Insoumise, d'accord, qui a eu lieu, qui avait commencé avant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Elle n'a pas du tout été gênée par la présence de Jean-Luc Mélenchon. Qui a été faite en présence de Manu Bompard, en présence d'Alexis Corbière, en présence d'Hugo Bernalicis, qui ont tous été admis à être là pendant les opérations de perquisition. Comment se fait-il qu'on n'a pas laissé entrer Jean-Luc Mélenchon ? Bon, pardon, il y a eu plein de dysfonctionnements ce jour-là. Donc, ne dites pas que, comment dire, l'énervement généralisé et médiatisé surtout, parce qu'il y avait toutes les caméras qui étaient là, était une opposition à la perquisition. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'opposition. Non, ça ne l'était pas. On va revenir, parce que là, on est remonté quelques mois en arrière. Donc, il y va fort ou pas, là, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit, alors je recite, est-ce que c'est un état de droit, il s'interroge, est-ce que c'est un état de droit que la Macronie, état de droit ou pas en France en ce moment? C'est pas un état de droit, c'est une dictature, et donc c'est horrible, on a tout ce qu'à jeter dans la Seine. Des points de référence. On prend par exemple l'affaire Adama Traoré. Ça fait 3 ans que la famille se bat. C'est un jeune qui est mort après une interpellation c'était des gendarmes, là, je crois. C'est ça. Et puis il y a des autopsies très contradictoires. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la famille, ça fait 3 ans qu'elle se bat avec beaucoup de détermination et de la réussite aussi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire contredire des expertises médicales, à faire contredire des premières indications par les ministères publics, etc. Mais quelle fatigue, quel épuisement. Il a fallu beaucoup de mobilisation. Chaque année, fin juillet, il y a une grande marche maintenant qui se fait à Beaumont, etc. C'est une énergie folle. Théo, et puis finalement, les rapports montrent que la police n'est pas si en tort que ça. Non, pardon, sur Adama Traoré, je vous invite à avoir un petit peu de rigueur. Franchement, à chaque fois... J'ai lu des papiers qui disaient l'inverse de ce que vous dites aussi. Non, ce qu'a obtenu la famille en 3 ans, avec un force de persévérance et de mobilisation... de soutien politique et idéologique, parce que si vous voulez, moi c'est ça qui me gêne dans tout ça, le fond de ces affaires, il y a sûrement des éléments où vous avez peut-être raison. Montrez-moi l'endroit où on peut critiquer la police, Dual. Montrez-moi où c'est qu'on a... Là, vous, non, je parle pour de vrai. Sur Twitter, en permanence, je parle des rapports IGPN qui vraiment... de la France Insoumise. Qui vraiment conduisent à admettre qu'il y a des erreurs d'appréciation, de discernement de la part des forces de l'ordre. Moi, je comprends que vous soyez, comment dire, suspicieux sur est-ce que effectivement on peut contester le travail de la police et que vous pointiez dans certaines affaires des responsabilités qui ne sont pas forcément éclaircies, et ça, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a un côté systématique chez certains de vos amis ou certains des gens qui se réclament un peu du même bord politique que vous, c'est-à-dire que ils participent au développement d'un sentiment anti-policier et pour le coup de jeter une probe mais vraiment systématique sur le travail de la police. C'est un peu facile. Non, c'est pas facile parce que souvent les gens dont vous parlez, ils sont soutenus par des associations militantes politiques qui ont des visées pas que factuelles dans le détricotage des affaires que vous évoquez, mais qui ont des visées éminemment politiques pour faire un combat de militants parce qu'ils ne supportent pas l'ordre policier. C'est tout. Bonne réponse Or, une société, elle a besoin d'ordre policier. La bonne réponse à ça, aux manipulations, aux récupérations politiques, etc., c'est que précisément le gouvernement et le ministre lui-même ne versent pas lui-même dans la manipulation politique. Or, ce Castaner, il a fait quoi quand il a dit qu'un gilet jaune ou un Black Bloc avait attaqué l'hôpital de la Salpêtrière? Il a fait ça depuis 6 mois, d'utilise en permanence sa maison dans un combat politique face aux gilets jaunes. L'extrême droite le premier samedi, alors qu'il y avait une grande majorité Black Bloc et il y avait 3 mecs d'extrême droite qui se baladaient sur les champs. Donc vous ne pouvez pas reprocher aux oppositions de faire de la politique politicienne, on va dire, avec ces sujets, alors que le principal auteur de la politique politicienne, sur le dos des policiers, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui en permanence a utilisé les policiers pour faire de la politique politicienne, et vous l'avez encore aujourd'hui avec l'intervention de Castaner devant la permanence d'un député En Marche. En permanence, vous avez ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance en la justice. J'ai besoin d'avoir confiance en la police. Je trouve que c'est fondamental.
Et quand ce lien est rompu de confiance, ça génère un chaos que je n'appelle absolument pas de vous êtes originaire de pays où effectivement on n'a pas eu confiance en la justice à une époque, et c'est quelque chose d'extrêmement grave pour le lien entre le citoyen et le politique. Absolument. Dans les pays d'Amérique du Sud, que Raquel connaît beaucoup mieux que moi, et il n'y a pas que le Chili, je veux dire, Cuba aussi, de l'autre côté, vous allez peut-être être moins d'accord avec moi, mais dans les pays où le peuple n'a pas confiance en la police, c'est effectivement dramatique, et c'est la rupture immédiate du lien démocratique et de la confiance entre le peuple et ses responsables. Alors justement, on se doutait que vous alliez aborder ce sujet, puis on s'est dit, tiens, justement, l'image des forces de l'ordre auprès de l'opinion publique, il y avait eu beaucoup de sondages, de très bons sondages. C'était 2015, après les attentats, on était à plus de 83% de confiance. Et là, dernier sondage en date, avril dernier, donc on est quand même encore dans l'épisode Gilets jaunes. Voilà, c'est l'Institut Statista, 74% de bonnes opinions. Voilà, on voulait aussi vous soumettre ce chiffre. Ça m'étonne pas, parce que bien sûr, il y a les LBD et il y a eu des gens éborgnés. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que c'est horrible pour eux et qu'il y a sûrement eu un usage disproportionné à un moment donné de la force. Bien sûr qu'il y a des affaires que vous avez évoquées où il subsiste un espèce de trouble et voire un malaise entre le rôle des responsables politiques, le rôle de la police, est-ce que l'une protège l'autre, est-ce que l'une est instrumentalisée par l'autre. Mais la big picture, comme on dit, puisque Raquel s'est permis un mot yiddish, je me permets un anglicisme, la big picture que retiennent les Français, qu'est-ce que c'est? C'est que les policiers sont pas du tout dans la même situation aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Honnêtement, il y a extrêmement beaucoup moins de respect des forces de l'ordre, que leur tâche, elle est horrible. Pareil, ce matin dans le commissariat, un policier expliquait qu'ils étaient que 3 pour faire des rondes dans les halls d'immeubles, et quand ils arrivent et qu'ils sont 25 dans le hall d'immeuble, bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils font marche arrière, je suis désolé, c'est la défaite de la police. Les agressions chez les policiers, les suicides chez les policiers, est-ce que vous avez conscience des... Plus de 70 cette année. Voilà, vous imaginez quoi? Les mecs, ils se suicident pourquoi? Mais parce qu'ils se sentent complètement désemparés face à un changement de nature dans la violence qui est faite contre eux. Les mecs ils sont agressés à l'acide, ils se prennent des frigos sur leur bagnole. Enfin, c'est un métier impossible. Et donc, ils ont une hiérarchie ultra bureaucratisée qui n'a pas les mains dans le cambouis sur le terrain et qui ne défend pas. Ça, c'est le complément, effectivement, Raquel Garrido, mais bon. Mais pardon, parce qu'il faut faire la différence. Oui, parce que c'est pas la même chose les gardiens de la paix que la hiérarchie ultra politisée. Les syndicats de cadres de police qui passent leur temps à Place Beauvau, à lécher les bottes du ministre pour gérer les histoires de promotion, tandis qu'à la base, les gardiens de la paix sont sur le terrain. C'est un peu l'histoire des administrations non, mais c'est particulièrement grave. Mais en tout cas, effectivement, dans un moment et dans une séquence où les policiers de terrain se sentent abandonnés, ils ont bien évidemment besoin d'une hiérarchie en prise avec leurs problématiques et non pas obsédés par les promotions, ça va de soi. Et dans ce contexte, eh bien, vous le savez, dans un mois, parce qu'on est le 31 décembre, le 31 juillet, pardon. Bientôt. Le départ en vacances, c'est pour bientôt. Ce sera la rentrée. Alors, comment sera-t-elle cette rentrée? On va pas tenter de lire dans le mar de café. On se pose toujours la même question. Est-ce que la rentrée sera chaude depuis des années et des années? Bon, ces derniers temps, elle n'était pas très chaude. Voilà, c'est comme ça. On a quand même quelques indices ces derniers temps. Les attaques de permanence, on en a parlé de députés de la République En Marche. Vont-elles se poursuivre? Question, après l'adoption du CETA par l'Assemblée. Les Gilets jaunes vont-ils remobiliser? Les nouvelles règles de l'assurance chômage qui rentrent en application en novembre? Là, ce sont les décrets qui ont été publiés. Et puis, on sera aussi en plein débat sur la réforme de retraite. Bon, est-ce que tout ça est explosif? Pour Philippe Deveul, c'est un avocat, mais il est également gilet jaune. Eh bien, ça pourrait repartir. Selon mon collectif Forum Nord et Gilets jaunes, qui a plus de 32 000 membres depuis le mois de décembre, je peux m'apercevoir sur les commentaires que les gens ne sont pas contents. Et que ça présage d'une rentrée plutôt mouvementée. Bon, voilà. Et en écho, on a ces paroles d'Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas ce week-end, où il disait effectivement rien n'est rentré dans l'ordre pour autant, et le plus dur est peut-être devant nous. Alors, cette rentrée, vous la voyez comment, avec tous les éléments? Moi, si vous voulez, je ne sais pas si la réforme de l'assurance chômage, et Raquel en parlera sûrement, qui est effectivement assez objectivement un peu rude, il y a quand même une perte réelle de droits pour les assurés. Je ne sais pas si c'est la réforme des retraites, qui a tendance à pousser les gens à faire un peu plus d'efforts, en tout cas qui va clairement dans ce sens-là, qui mettra le feu aux poudres.
Moi, j'ai toujours pensé, pardon de parler en mon nom propre, mais j'ai toujours pensé que ceux qui estimaient que 10 000 gilets jaunes à la fin du mouvement, c'était rien, et que donc n'avaient une vision que comptable de ce mouvement, se trompaient. Et je suis persuadé, si vous voulez, que le malaise français, il est beaucoup plus profond que la réforme de l'assurance chômage ou le code du travail l'année dernière. Il y a un déclassement généralisé, il y a une énorme différence d'habitude de vie, de manière de vivre entre suivant qu'on habite en métropole ou suivant qu'on habite dans la France périphérique ou lointaine des villes. Il y a là, Raquel va être moins de mon côté, mais je pense à un problème majeur lié au communautarisme en France, et avec d'un côté des gens qui essayent de instrumentaliser l'islam pour en faire un outil politique et de conquête, comment dire, de style de vie, comme on peut voir avec le Burkini, ou qui réclament des menus spécifiques dans les cantines, etc. Et d'autres, des Français qui sont eux horripilés par ça et qui ont vit juste d'une communauté de goût, de droit, de devoir. Et donc les fractures françaises, pour reprendre le titre du livre du sondeur Jérôme Fourquet, sont béantes, sont énormes, et donc la rentrée elle sera chaude, parce que en fait vous avez aujourd'hui deux visions du monde qui s'affrontent partout en Occident, entre des populistes qui parfois proposent des solutions assez urticantes aussi, et des progressistes qui, pour une immense majorité des gens, sont complètement déconnectés de leurs préoccupations directes. Donc c'est ça, si vous voulez, qui me fait un peu peur pour la rentrée générale en France. Moi, je serais d'accord avec vous pour dire que le problème central n'est pas purgé, qui est celui de la façon dont doit émaner de la société la souveraineté, au fond. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que citoyen, on ne sait pas par où passer pour que sa voix souveraine compte. C'est pas le vote, puisque les gouvernants, les élus trahissent, sont godillots, etc. Ça sert à rien. C'est pas le syndicat, parce que le syndicat, il se mobilise, il n'est pas entendu. Là, ils ont essayé un peu les gilets jaunes pour certains, et on y a cru pour certains, parce qu'il y a eu des sommes qui, pour réellement, des pièces sonnantes et trébuchantes qui ont été lâchées en décembre. Et aux parenthèses, ils sont tous en train de récupérer cet argent en ponctionnant dans le budget des HLM, d'une part, et d'autre part des chômeurs. Donc en fait, les gilets jaunes, on leur a donné en décembre, et c'est précisément ces populations les plus précaires dans les HLM et les chômeurs de fonctionnaires à Bercy. Non mais bon, 4 milliards, 4 milliards va être pris à l'assurance chômage, et 1 milliard, si je me trompe pas, au HLM. Donc sur encore, les 10 de la facture générale. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu donner aux pauvres, et on leur reprend tout de l'autre main. Et donc, en fait, comment on fait finalement pour faire valoir l'intérêt général ? Moi, je continue de penser qu'il y a deux options. Soit une option lumineuse, c'est-à-dire la délibération, l'Assemblée constituante, on fait une sixième République, on décide par une sorte de geste patriotique qu'on veut, nous les Français, refonder la nation, décider de nos grands droits, nos grandes libertés, discuter de tout ça. Ou alors, il y a une option très obscure, très sombre, très violente, où effectivement, il y a de la casse, des morts, de la haine interreligieuse, de la haine, voilà, dans tous les sens. Et on est encore, on est sur un chemin de crête, et on ne sait pas par où ça va passer. Moi, je préconise l'option pacifique. Je pense qu'elle est possible. Voilà, je pense qu'elle est possible. Mais franchement, ce gouvernement fait tout pour que ça termine mal, et c'est franchement angoissant. Convergence des luttes. Alors ça, on en parlait beaucoup au moment des Gilets jaunes. Je pose la question parce qu'on voyait les images des permanences attaquées, je crois que c'était à Foix. On voit des sigles A, donc c'est l'anarchie a priori. Il y a donc les fameux Black Blocs. Alors est-ce que les Gilets jaunes vont se remobiliser? Les agriculteurs, point d'interrogation. Est-ce qu'en septembre, ils seront toujours là? Est-ce que ça vous paraît possible? Ou c'est quelque chose qu'on voit pas, à la limite qu'on sent même pas actuellement, qui pourrait, comme en 2005, les banlieues, par exemple. Bon, les gens qui font des tags anarchistes sur les murs, ça c'est pas d'hier, enfin c'est surtout pas d'aujourd'hui en tout cas. C'est peut-être pas la FNSEA du coup là. Non mais voilà, mais vous aurez toujours des activistes d'extrême droite, d'extrême gauche, anarchistes. Il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que écrire, c'est comme dire. C'est la parole, c'est l'expression. Alors vous pouvez trouver que c'est une atteinte au bien, que vous avez dégradé un mur, que c'est une atteinte au bien. Mais pardon, c'est pas de la violence, ça.
Écrire un article même à l'acide, ce n'est pas de la violence. Écrire A sur une, c'est pas de la violence. C'est de l'expression, c'est une façon, voilà, un peu. Non, pardon, la violence, il faut pas se payer de mots. Il faut pas mettre de la violence là où elle est pas. Non, mais c'est pas parce que si vous étiez député et que vous arriviez un lundi matin avec votre vitrine brisée, vous ressentiriez de la violence. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Cette vitrine a été brisée par des gens dont la vie est extrêmement compliquée. Je ne dis pas qu'il faille le faire. Et à Bagnolet, le local du Parti communiste a été saccagé. Je trouve que c'est ignoble. Il faut pas le faire. Les partis sont là pour animer la démocratie et il faut pas le faire. Mais attention aussi à toujours tout dramatiser. Pour moi, ce qui est dramatique, c'est quand Jérôme Rodriguez perd un œil. Ça, c'est dramatique. D'accord, mais ce qui est dramatique aussi, c'est qu'avant, vous aviez des cortèges de la CGT avec un service d'ordre qui tenait un peu ses troupes et il y avait un peu comme le banditisme qui a changé de nature, le syndicalisme ou la lutte syndicale a changé de nature parce que les syndicats, et vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure, sont moins légitimes, les corps intermédiaires, et après on peut réfléchir sur les causes de ça. Effectivement, Macron a participé à les délégitimer, mais en tout cas toujours est-il que c'est les syndicats, les gens qui normalement font un peu le filtre entre les contestataires et les responsables politiques sont aujourd'hui un peu démonétisés, et ce qui fait que vous avez des actions extrêmement plus violentes qu'avant, quoi, et que les premiers mai qui dégénèrent, dès qu'il y a un match de foot, avant vous pouvez y avoir quelques petits débordements, aujourd'hui c'est tout de suite tous les Champs-Élysées. Dans le foot c'est plutôt mieux, ça va plutôt se pacifiant dans le foot. Attendez, attendez, en 98 il y a eu moins de bordel que quand la France a été championne du monde. En 2001 il y a un France-Algérie où le terrain est envoyé. Vous rêvez. En termes de prix de biens et de personnes blessées en juillet 98 pour la finale de la Coupe du Monde, vous êtes en train de comparer à la Coupe d'Afrique des Nations là? Non, avec la finale de la Coupe du Monde en France. Ah là. Enfin pour la France, la victoire en France. Bon. Bref. En 2018, on va ressortir les archives parce que là on a avec des magasins de motos vidés. Bon, merci, c'est déjà fini. Merci beaucoup en tout cas d'avoir commenté l'actualité de ce 31. C'est parfait, merci. 31 juillet. À suivre, Amélie Carrouer pour 24 heures Pujadas.